Merci beaucoup. Alors effectivement, moi j'ai appelé ma présentation Transition écologique entre ambition et réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, dans ce type de réunion, dans ce type de débat, il faut essayer de prendre tout de suite de la hauteur et essayer de se positionner notamment sur cet objet théorique un peu non identifié, cet OTNI qui s'appelle la transition énergétique ou qu'on va plutôt qualifier de transition bas carbone. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, on a des objectifs climatiques, bien évidemment, hein, il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que suite aux accords de Paris, nécessité de rester sous la barre d'une hausse de 2 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et lorsqu'on regarde où on en est aujourd'hui, bah, entre 2013 et 2022, on a déjà une augmentation de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui veut dire que on a déjà entamé le budget carbone, on a déjà entamé une bonne part comment dire, du reste, de ce qui nous reste potentiellement pour lutter contre l'urgence climatique. Alors, lutter contre l'urgence climatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire au final réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on fonctionne par objectif sur ces questions-là. Le premier objectif, bah, pour un pays comme la France, c'est un objectif chapeau, hein, c'est l'objectif de l'Union européenne qui vise notamment à l'horizon 2030 de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55%. Et puis pour la France, ça donne, dans un contexte de neutralité carbone à l'horizon 2050, environ une baisse d'environ 40% des gaz à effet de serre. Et donc, bah, pour aller vers ces objectifs de réduction, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut qu'on fasse une transition énergétique. Alors, cette transition énergétique, comment on peut la définir? Bah, tout simplement, elle désigne une modification structurelle profonde. Et ce qui est intéressant, c'est elle va, donc, des modifications structurelles profondes des modes de production, mais également des modes de consommation de l'énergie, et j'ai presque envie de rajouter de matériaux ou de métaux. Et lorsqu'on regarde cet objet complexe, pourquoi il est si complexe? C'est que généralement, on aborde la transition bas carbone comme un objet technologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en substituant des véhicules thermiques par de l'électrique, en substituant du solaire comment dire, ou de l'éolien à des centrales à gaz ou à charbon, on va gagner le pari. Non, c'est bien plus large que ça, c'est bien plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que on est véritablement dans un système complexe où on va avoir de la technologie, on va avoir un système de prix, donc on a de l'économie, parce que tout simplement, les acteurs généralement répondent à des signaux prix. On va avoir des problèmes de disponibilité des ressources, à la fois d'énergie et puis bien évidemment matériaux. Et puis on va aussi avoir bah, un gouvernement et puis on va avoir vous, nous, c'est-à-dire les personnes qui sont dans cette salle, qui ont aussi des fonctions objectives, qui ont aussi des comportements, qui ont aussi des questions et qui ont aussi, comme j'allais dire, le système énergétique dans sa majorité, des inerties. Et avoir des inerties, le système énergétique, il en a plein, tout simplement parce que nous vivons dans un monde où le système énergétique, il est basé sur des infrastructures. Et nous aussi, nos comportements sont guidés par ces inerties structurelles. Alors, ce qui est intéressant quand on aborde le débat de la transition bas carbone en France, c'est aussi de regarder ben, d'où on part. D'où on part, ça veut dire où doivent se concentrer les efforts. Et là, quelque part, il faut avoir véritablement en tête que la France n'est pas le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'on part avec un avantage comparatif assez intéressant, c'est qu'on a une production d'électricité qui est largement décarbonée. Lorsque vous comparez, là, c'est le petit rectangle jaune que vous voyez ici, vous voyez que bon, par rapport au niveau mondial, la France, elle a une très très faible part d'énergie carbonée et donc bah, les efforts, ils doivent se faire ailleurs. Et où est-ce qu'ils doivent se faire ailleurs en priorité? Bah, dans le secteur des transports et puis dans le secteur de l'industrie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, on va tout simplement devoir électrifier massivement ces deux secteurs. Prochain slide, s'il vous plaît.
Alors, la réalité maintenant de cette transition bas carbone, je remonte un tout petit peu au niveau mondial, mais je redescendrai juste après. On a des investissements au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on a? On a des investissements dans l'énergie qui peuvent se décomposer entre énergie fossile et puis technologie bas carbone. À gauche, les énergies fossiles, hein, ce qui est marron ou gris, et puis à droite, ce qui est technologie bas carbone. Qu'est-ce qu'on observe? Bah, depuis 2018, on a des investissements dans les technologies bas carbone qui sont supérieurs à ceux des énergies fossiles. Alors ça, c'est intéressant parce que quelque part, déjà, ça montre que on a une réorientation plutôt positive qui va aller dans la transition bas carbone et on est à autour de 1 800 milliards de dollars d'investissement dans les technologies bas carbone. Si j'en reste là, on pourrait rester sur ce message positif. Le problème, c'est que si vous voulez être sur une trajectoire 1,5 degré, c'est-à-dire en concordance avec les accords de Paris, il faut doubler à minima ce niveau d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut rentrer encore plus profondément et transformer une part de ces investissements marrons en investissements plutôt bas carbone. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on regarde un tout petit peu, lorsqu'on brosse le panorama, hein, on a effectivement un mouvement d'ensemble. Hein, quand vous regardez notamment les capacités de photovoltaïque qui ont été installées au niveau mondial, bon, bah, l'année dernière, on a une année record pour les énergies renouvelables, hein, plus 80% en 2023. Lorsque vous regardez, c'est un record d'installation, 420 gigawatts. Ça permet quoi, ça? Si on réfléchit en termes de gigatonnes de gaz à effet de serre évitées, ça veut dire que avec ces investissements dans le solaire, on a évité des émissions totales du Japon. Donc ça veut dire qu'on a véritablement de l'ampleur dans ces dynamiques d'investissement. Prochain slide, s'il vous plaît. Lorsqu'on regarde sur les capacités d'éolien, on a exactement la même chose, plus 60% en 2023. Donc on est véritablement dans une dynamique d'investissement. Là encore, hein, record d'installation au niveau mondial. En France, vous voyez 21 gigawatts de cumulé d'installés en 2023, enfin entre 2000 et 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a évité, encore une fois, les émissions totales d'un pays comme l'Allemagne. Ça veut dire qu'encore une fois, ce que l'on fait au niveau international a du sens. Prochain slide, s'il vous plaît. Et si j'en arrive aux véhicules électriques, ben, l'année dernière, en 2023, 14 millions de véhicules électriques vendus dans le monde, une part de marché de 20%, c'est-à-dire un véhicule sur cinq vendu est un véhicule hybride rechargeable ou électrique, et les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 35% en 2023. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même en France, vous voyez qu'on a quasiment un quart des nouvelles immatriculations qui sont ou des véhicules électriques ou des hybrides rechargeables. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces chiffres d'investissement, on a quand même une problématique qui est la suivante, c'est que, comme vous pouvez le voir sur le véhicule électrique, la Chine, c'est 8 millions de véhicules électriques vendus sur les 14 millions. Au niveau de l'éolien, on est à plus de 60% des investissements. Au niveau du solaire, on est à plus de 80% des investissements. C'est-à-dire que derrière ces chiffres d'investissement de technologie bas carbone, on a aussi une réalité qui s'appelle la compétition économique et qui s'appelle les filières bas carbone. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, bien évidemment, toutes ces technologies ont des besoins en matériaux, hein, que ça soit le solaire, l'éolien, il n'existe aucune technologie qui ne nécessite pas de matériaux. Mais ne nous trompons pas, hein, un véhicule thermique a aussi besoin beaucoup d'acier, a aussi besoin de beaucoup de matériaux. Et donc, quelque part, s'intéresser aux matériaux, c'est aussi se rapprocher notamment d'un bilan matière que l'on peut faire, notamment sur mais quels sont les matériaux qui vont être les plus utilisés? Et notamment, quand on parle des véhicules électriques, vous voyez que ça va aller mobiliser un certain nombre de grands matériaux, à la fois de l'aluminium, du cuivre, du nickel, mais également des matériaux qu'on va plutôt qualifier d'électriques, hein, comme le cobalt, le lithium ou notamment les terres rares. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, derrière ces chiffres d'investissement, on a aussi des besoins financiers, parce que investir dans la transition bas carbone, c'est bien évidemment essentiel, mais vous voyez que qui investit le plus, hein, presque 680 milliards de dollars sur les 1 800 milliards de dollars, c'est la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, ce que l'on ne perçoit pas forcément derrière la transition écologique, c'est que ce ne sont pas que de la technologie, c'est de la compétition. Et quand je parle de compétition, il faut voir qu'on parle de chaîne de valeur.
on ne parle pas uniquement de matériaux, on ne parle pas uniquement de technologie. Il faut prendre la chaîne, j'allais dire, de l'amont, de là où on va aller sortir le matériau de la mine ou de la terre, jusqu'à son raffinage, jusqu'à son intégration dans une technologie ou dans un équipement bas carbone. Et c'est ça qu'il faut sécuriser. C'est la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que derrière, ben, on a des questions effectivement de souveraineté économique. On peut s'interroger notamment de ben, qui doit supporter le risque matière. Est-ce que c'est plutôt l'industriel? Est-ce qu'il doit juste être là pour intégrer des éléments dans son activité ou est-ce qu'il doit supporter le risque matière? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement, si on veut être souverain, ça veut dire des emplois, ça veut dire aussi une réduction de la dépendance, ça veut dire rentrer dans l'ère du bas carbone sous l'angle de la compétition, de l'innovation. Mais ça veut dire aussi, a priori, réfléchir à nos modèles de consommation. Et ça, c'est fondamental parce que quelque part, ne réfléchir qu'au modèle de production serait, j'allais dire, ne pas regarder la réalité en face. On a de la production, mais on a aussi des modèles de consommation. Et notamment, des termes comme sobriété, des termes comme efficacité matériaux ont toute leur place dans la transition, et ce d'autant plus que lorsque vous regardez les leviers comment dire, de décarbonation du GIEC, identifiés par le GIEC, vous avez le déploiement des énergies renouvelables, vous avez l'efficacité et vous avez la sobriété. Et donc, bien évidemment, on doit aborder la transition sous ces angles. Prochain slide, s'il vous plaît. Et donc, bah, si on a de la compétition économique, on a aussi de la géopolitique. Pendant très très longtemps, on nous a vendu une belle aventure qui était la suivante. Avec les énergies renouvelables, on aura un monde de paix. Alors, malheureusement, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, les énergies renouvelables vont rajouter une couche de complexité à ce système énergétique. Et donc, bah, derrière, on a des questions qui peuvent être minérales. Hein, combien on va consommer de lithium, de cobalt, de cuivre? Qui va le produire, quels impacts, quelles conséquences environnementales à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, à quel coût économique. Et puis on a aussi des questions qui sont relatives aux technologies en elles-mêmes, c'est-à-dire qui produit les brevets, qui fait l'innovation, et finalement, est-ce qu'on est dépendant de la matière première ou est-ce qu'on est dépendant de la technologie en elle-même? Est-ce qu'on peut réfléchir à cet arbitrage? Est-ce qu'il est intéressant? Et puis, bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais la question des modèles de production ou de consommation, c'est aussi un angle fondamental. Quoi de mieux que de réduire la demande lorsqu'on veut augmenter son indépendance sur un marché? Donc, bien évidemment, il faut regarder toutes ces questions, j'allais dire, avec un œil neuf. Prochain slide, s'il vous plaît. Et je vais finir avec les mots de Daniel Cohen qui nous a quittés à l'été 2023 dans son dernier livre. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était absolument remarquable. Je pense que pour lancer un débat, je pense il faut aller sur ce type de réflexion. Hein, il nous dit tout simplement, il ne faut pas distinguer la réflexion et l'action. C'est en faisant les choses qu'on transforme son imaginaire. Il faut commencer à vivre autrement, même si les gestes de départ sont symboliques, pour faire l'apprentissage d'un monde à inventer. Il nous dit simplement, agissons, réfléchissons et surtout créons du narratif et créons une aventure. Et donc, quelque part, la transition écologique doit être une aventure, elle doit permettre de répondre à des questions. Et donc, bah, je vous souhaite un excellent débat et puis je vous retrouverai avec plaisir à la fin des deux tables rondes. Merci infiniment pour votre écoute et pour votre attention. On est sur la fin de notre débat. Je vais demander à la régie de nous retrouver Emmanuel H qui va faire son intervention finale. Merci aux intervenants de cette deuxième table ronde. Voilà, on vous a retrouvé. Donc, après tous ces temps d'intervention, bah voilà, on vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui vous a intéressé, surpris? Qu'est-ce que vous retenez de ces temps d'échange? Déjà, je voudrais juste répondre parce que j'ai été un petit peu tagué plusieurs fois dans les échanges. Je rappelle les règles du jeu. On m'a demandé de faire comment dire, une introduction où il n'y avait pas de parti pris, où il n'y avait pas de solution, où je ne devais pas donner mon avis. Donc, tous ceux qui ont dit, tiens, il n'a pas assez parlé de sobriété, il n'a pas assez parlé de ça, je pense que j'ai tout simplement respecté les règles du jeu. Deuxième chose, la prochaine fois que vous croisez un économiste hétérodoxe, parce que je crois qu'on en a beaucoup parlé dans cette salle, posez-lui la question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux importer une tonne de lithium d'un pays émergent, du Chili par exemple, où les gens font un arbitrage entre consommer de l'eau
pour les pommes de terre et puis produire du lithium, où le lithium va faire des milliers de kilomètres, ou de le produire en France, en fait, ou en Europe, dans des conditions environnementales et sociales. Posez-lui la question et vous verrez que l'hétérodoxie n'est pas forcément là. Euh, Lorsqu'on me dit, tiens, vous n'avez pas prononcé le mot capitalisme, je suis désolé, mais ceux qui rêvent en fait d'un vieux monde communiste, c'est là où on consommait le plus de ressources. Donc, je pense que les débats très théoriques en fait n'ont pas forcément leur place ici. Après, pour ceux qui s'inquiéteraient du fait que je n'ai prononcé que 4 fois sobriété parce que j'ai réécouté mon discours, euh, je leur conseille d'aller voir le bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Géopolitique de la sobriété. Vous saurez tout sur la sobriété, en tout cas ce que j'en pense. Après, si on revient sur le débat en lui-même, ce qui est très intéressant, et moi je vais garder un petit peu ce qu'a dit Marie Chéron, parce que quelque part, elle a dit des choses très très intéressantes, notamment quand elle a répondu à la personne en lui disant, oui, d'accord, vous voulez pas de mine, mais aujourd'hui, chaque personne, chaque jour, en fait, si vous regardez tout ce qu'on extrait dans le monde, en moyenne, on va consommer 36 kilos de minerais non métalliques, de minerais métalliques, de biomasse et d'énergie. Et de toute façon, cette chose-là, même si on construit de la décroissance, même si on construit de la sobriété, même si on construit des territoires, on n'y arrivera pas avant 25 ans. Donc, quelque part, il va de toute façon falloir gérer cette transition. Transition qui, j'ouvre une nouvelle parenthèse, certes, au niveau mondial, on fait de l'empilement énergétique, mais au niveau européen, on désempile en fait depuis 7 ans. Donc, regardez un tout petit peu les chiffres avant de répéter en fait tout ce que racontent certains, notamment sur l'empilement énergétique. En Europe, on désempile et c'est bien heureux. Et c'est pour ça qu'en Europe, on est très légitime à parler de décarbonation. Et c'est pour ça qu'en Europe, on est très légitime, notamment à essayer comment dire, d'aller sur des solutions. Alors évidemment, le débat, on a l'impression qu'il serait, on a envie, enfin, c'est pas on d'ailleurs. Certains ont envie quelque part de le résumer à, c'est les méchants miniers contre les gentils sobres, c'est les méchants technologues contre les gentils sobres. Je pense que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que on a une question qui s'appelle la transition écologique, qui touche aux écosystèmes, qui touche aux limites, qui touche à l'eau et surtout qui touche à l'humain. Et quelque part, moi, je suis très surpris parce que ce soir, on a très très peu parlé de l'humain. On devait parler d'autonomie, on devait parler de souveraineté. Moi, je pensais qu'on allait aborder les questions notamment d'autonomie stratégique, de diplomatie, comment dire, de rencontres un tout petit peu humaines où on va essayer j'allais dire, de se faire rencontrer des points de vue. Et au final, on en a très très peu parlé. Moi, je pensais qu'on allait parler beaucoup de narratifs, notamment, ou de récits. On en a très très peu parlé. C'est très bien qu'on ait parlé de sobriété. C'est très bien. Mais à côté de la sobriété, il faut du réglementaire. Il faut du réglementaire, il faut aussi s'interroger, et ça c'est une vraie question, et ça on l'avait déjà entendu, c'est réfléchir aux usages. Et effectivement, à côté de la mine, il y a la réflexion sur les usages, et ça c'est essentiel. Et quelque part, ce que révèlent en fait tous ces débats, c'est la question sociale qu'il y a derrière une ouverture de mine, ou quelque part inconsciemment, et moi je l'avais vu quand j'ai fait mes amphis, quand j'ai fait, j'allais dire, mon tour de France pour essayer d'interroger les gens sur ce qu'est la mine, la grande peur, c'est la peur du déclassement. C'est la peur du déclassement où il y aurait des régions minières et il y aurait des régions utilisatrices de ces métaux qui seraient produits en France. Et quelque part, c'est ça qu'il faut réconcilier. Donc ça veut dire que il va falloir attaquer la question sociale, il va falloir aussi inventer, de faire de l'innovation économique où on va essayer de rémunérer notamment les gens qui habitent pas près des mines. Pourquoi? Parce qu'ils subissent des impacts. Ça veut dire que quelque part, ils doivent bénéficier aussi des retombées positives de la transition. Il va falloir faire de l'innovation sociale parce que sinon, quelque part, on va aussi aller vers une forme de gilet jaunisation de ces questions minières en France. Et ça, il faut l'éviter. Il faut absolument continuer ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ce grand débat public sur le lithium, ce grand débat public qui embrasse beaucoup plus de questions que simplement de savoir si on va implanter une mine ou en tout cas si on va développer une mine sur un territoire. Et donc révéler tout le caractère systémique et arrêter d'être dans la binarité orthodoxe, hétérodoxe, technologue, etc., etc. On n'avance pas quand on fait ça. Il faut véritablement prendre le sujet à bras-le-corps comme vous le faites parce que, encore une fois, on interroge le corps social, on interroge véritablement ce qui fait les valeurs de notre République et c'est ça qui est fondamental à interroger. Voilà.
Merci beaucoup.